Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. C'est l'épisode 2 d'une série intitulée Dialogue numérique européen transpartisan en vue des élections européennes 2024. Et donc, ce live, je le rappelle, est un espace de discussion qui est non sponsorisé et qui se veut le plus transpartisan possible. Donc, moi, je suis Fadila Brahimi, une mordue du numérique, et ça fait plus de 20 ans que je barbote dans les eaux tumultueuse des médias et de la communication numérique. Et ce soir, donc, je vais être accompagnée pour animer ce débat par Quentin Adam, qui est le CEO de Clever Cloud et le président également de l'association Open Internet Pro. Rebonsoir, Quentin. Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, Fadila. En ces temps troublés où me mettre la main dessus est toujours très compliqué. J'avoue, je t'ai couru après. Alors, donc l'objectif du Space, on a dit que c'est de créer un dialogue. On n'est pas là du tout pour faire du débat ou du concours de punchline sur les questions du numérique qui, aujourd'hui, sont très, très peu, en fait, évoquées dans les débats. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas que le numérique, mais c'était une parenthèse. Nous allons, dans un premier temps, dialoguer avec les invités et vous pourrez poser des questions ultérieurement. Et nous sommes ensemble durant 1h30. Vous imaginez qu'en 1h30, on ne va pas pouvoir débattre de tous les sujets, mais on va faire au maximum pour débattre des sujets qui sont cruciaux, au moins pour nos invités. Donc pour le moment, pas de main ouverte. Je rappelle juste des règles de bienséance. On se respecte, on s'écoute. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Si vous avez des questions, même par écrit, je pourrais aussi vous les partager. Donc, sans plus attendre, on commence déjà aussi je vais commencer pour présenter nos invités. Alors déjà, je rappelle qu'ils ont accepté un challenge du live interactif et qu'ils ne connaissent pas les questions. Ça, c'est très important. Alors, par ordre alphabétique, je le fais Éric Botorel. Bonsoir. Hello, bonsoir. Donc, député Renaissance. Et alors, j'ai relevé un petit élément quand même sur Député Renaissance, est-ce qu'on peut dire de où, s'il te plaît ? Parce que c'est important dans le numérique. C'est ce que j'allais dire, un concentré de Bretagne. Est-ce qu'il y avait marqué sur sa bio ? Et donc, j'ai cliqué et puis je me suis aperçu qu'il avait un site internet avec l'extension Bretagne. Comment ? Oui, point BZH. Oui, tout à fait. C'est totalement revendiqué. Ouais. C'est une expression qu'utilisait Corinne Herel, en fait, le concentré de Bretagne, pour expliquer que la circonscription Lannion-Paimpol, on y trouve bien évidemment le numérique, mais pas que. Il y a aussi il y a tout le reste. Il y a l'élevage, il y a des légumes, il y a du tourisme. Voilà. C'est pour ça qu'on dit concentré de Bretagne. Exactement. Et puis, il y a un onglet sur les Côtes d'Armor. Donc, et puis, des informations également sur le fonctionnement de l'Assemblée générale, le rôle également d'un député. Donc, merci. Je sais que hier, il nous a montré en tout cas qu'il était en capacité de pouvoir porter énormément de lourdes charges grâce à un exosquelette à Vivatech. On saura lui rappeler une prochaine fois. On va pas parler du Vivatech aujourd'hui, mais bon, on fait un petit clin d'œil, c'est la période. Bonsoir Constance. Bonsoir à tous. Constance Nebula, qui était également à Vivatech hier. Et aujourd'hui. Aujourd'hui. Et aujourd'hui. Vice-présidente numérique région Pays de la Loire. Elle est présidente du groupe aussi Aimer Agir
pour les Pays de la Loire. Et alors j'ai noté aussi, important, présidente aussi de l'association Open Data France. Oui, voilà, tout à fait. qui réunit en fait les acteurs, notamment acteurs publics, mais aussi privés, qui aujourd'hui promeut également l'open data. Tout à fait. Et je suis aussi également vice-présidente d'Angers-Loire Métropole. Exactement. Reina, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Reina Stamboliska. Tu vois, c'est pas compliqué en fait. T'as vu pseudo Malicia Rogue, donc candidate européenne pour la liste été 2024. Alors, c'est une liste qui regroupe en fait plusieurs partis et plusieurs courants. Tout à fait. Voilà, et tu es alors ambassadrice également Digital EU, et puis membre également de différents think tanks. Et on révèle aussi le fait que auteur du livre La face cachée d'Internet aux éditions Larousse, et actuellement connectée depuis l'Espagne. Oui, je suis la seule à ne pas être allée à Vivatech. Je revendique cette différence. Mais pour me rattraper, j'ai été juge dans une compétition d'investissement de start-up dans la cybersécurité. Donc, je pense que je me rattrape. Voilà. Eh ben, ça sera un de nos sujets. Tout à l'heure, on va parler de ça. Mais avant ça, on va un petit peu s'échauffer. Et donc, Quentin, je vais te proposer de m'aider à lancer la petite première partie Euro Express. On vous a prévu en fait une petite séquence là, un petit peu brise-glace pour apprendre aussi à vous connaître, avec des questions fermées. Questions fermées, répondez le plus spontanément possible. Vous avez le droit à un joker, d'accord ? Mais vous allez voir que dans les règles de nos questions fermées, ça dépend, ça dépasse. Donc, soit on répond, soit on donne un joker, mais pas d'autres réponses. Est-ce que ça va pour les consignes ? Ouais. Ouais. Vous pouvez ouvrir. Non. Au début, c'est pour ça que j'envoie Quentin, parce que il va vous envoyer il va poser des questions très, très, très gentilles, très sympas. Vous allez voir. Ouvrez vos micros, parce qu'on va faire en mode popcorn. Est-ce que tu es prêt, Quentin ? Presque. Je finis de charger le doc. Il n'y a pas de zone blanche en Pour France. ceux qui ne l'ont pas compris, je suis parfois un chouïa chaotique dans la vie. Ouais, heureusement que je suis ton opposé, c'est ça ? Exactement. Je suis entouré de gens qui sont mon opposé et qui sont extrêmement fiables, ce qui me permet au global de fonctionner. Bon, alors écoute, je vais commencer et puis tu vas prendre la relève, d'accord ? Parce que comme ça, on va accélérer. Alors, je vais vous proposer la chose suivante. Je vais vous poser les questions, puis ça va aller assez vite. Hein. Alors, Eric, plutôt Mac ou PC ? Les deux, en fait. Constance ? Mac. Je sais même pas comment marche Windows. Reina ? PC. Parfois sous Linux. Ok, toujours Reina. iPhone ou Android ? Android. Constance ? T'entends les réponses de Reda ? Moi, je les entends pas. Ah, alors tu vas descendre, c'est-à-dire que tu vas cliquer tout en haut sur les 3 petits points, tu vas passer en mode écoute et tu vas redemander à prendre la parole. C'est ce qu'on appelle un bug, ça arrive. Tu as entendu le process ? Voilà, génial. Et tu redemandes. Ok, je crois qu'on n'a pas entendu iPhone ou Android. Tu me demandes à moi, Serena ? Oui. Ouais, Android. Très bien. L'autre question. Alors, Xavier Niel, Marc Simoncini ou Frédéric Mazzella ? Niel. Xavier Niel. Les trois. Les Bravo, trois, c'est comme ça dépend, ça dépasse. Ah bah, j'aime les trois. Allez, je vais dire Frédéric Mazella en tant que bêta-testeur de Blablacar en 2009. Ok. Tu as le 7, hein, Fadila, si tu veux. Vas-y. Est-ce que tu es juste à... Tu vois la question ? Parfait. Voilà, vas-y. Vous êtes prêts tous les trois ? Nathalie Kosciusko-Morizet, Fleur Pellerin ou Axel Lemaire ? Axel. Eric ? Ouais, j'ai beaucoup de sympathie pour Fleur et Axel. Voilà. Ouh, ça commence à déborder. Aucune des trois. Aucune des trois. D'accord. Allez, on y va. Il nous reste que 3 autres. Quentin, vas-y. Alors, je vais en rajouter une là. Je déforme ta question.
WhatsApp, Signal, Telegram ou Olvid? Signal et Olvid. Telegram, largement. Olvid. GAFAM ou Batix? Joker. Allez, GAFAM. GAFAM. Je te laisse la suite, Fadila. Non, vas-y, parce que j'ai beaucoup parlé. Je te laisse l'honneur de... ChatGPT, Copilote ou Mistral? Mistral. Mistral. Il manque Albert. Ouais, il manque Albert. Je vas-y, suis d'accord avec Albert. Eric, il manque Albert. Il manque OpenLLM aussi. Il manque Hugging Face, il manque Plan, hein, mais bon. Hugging est un repository. Est-ce que j'aurais un nid de rebelle, là, d'un coup? Ah bah c'est maintenant que... Oui. Allez, maintenant on va parler de où est-ce que vous achetez votre papier toilette. Amazon ou Cdiscount? C'est discount. Le ni magasin l'un bio en bas. Ni l'un ni l'autre. Ah là là. Bon, vous avez compris, là, c'était un petit échauffement, là. Vous voyez, c'était un peu pour vous connaître et puis voir aussi si vous manipulez bien l'option popcorn. Alors, pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, nous allons passer évidemment maintenant aux discussions en rentrant dans le cœur du sujet, le cœur du numérique européen. Et nous allons avoir deux grandes discussions. Une première qui sera autour des investissements de l'innovation dans l'IA, avec bien sûr la transition numérique, et une deuxième discussion sur la souveraineté numérique et la régulation des technologies émergentes. Ça y est, j'ai fini ma phrase. Non. Les Alors, gens qui n'étaient pas au courant, ceci n'est pas actuellement le SpaceX à propos de la recette du flan. C'est un autre. d'accord. Ok. Remboursé. Très bien. Alors, nous allons passer. On va vous proposer la chose suivante. On va commencer la première discussion autour des sujets, autour des investissements, d'accord, et l'innovation dans l'IA. On va parler d'investissement, de propriété des données personnelles, préparer l'avenir numérique. Hein. Vous pourrez évidemment aborder les sujets qui vous sont les plus chers, notamment par rapport à vos programmes et aux listes aussi que vous défendez. Vous allez avoir des questions fermées. Je vous invite quand même, tout comme tout à l'heure, en fait, à jouer franc, direct, court, par un simple oui et non. Et ça dépend, ça dépasse, ni les trois. Et vous avez toujours le droit, en fait, à un joker. Mais alors, cette fois-ci, je rajoute un élément à la consigne. C'est qu'au départ, nous allons citer la personne, Quentin. On va donner le nom de la première personne, d'accord? Et la troisième personne devra donner le nom de la personne qui devra répondre à la question suivante. Je sens que je vais faire ma Léa Salamé qui ne sait pas expliquer les consignes. Je vais vous aider, c'est pas grave. Quentin, est-ce que tu vois les questions? Moi, je vois les questions. Eh ben, je t'invite à poser la première question à qui tu veux. La première question est pour Reina. Juste un point. Vous allez répondre aux questions et ensuite vous pourrez expliciter vos réponses, évidemment, après. D'accord? En fait, vous répondez tous d'abord oui, non, et après vous débattez sur chaque question. Si j'ai bien compris la règle du jeu. C'est bien ça? Parfait. C'est parfait. Le rephrasage est la règle numéro 1 de la compréhension. Donc, Reina, tu commences. Merci, mon co-animateur. Reina, tu commences. La Yes. première question est: les régulations européennes actuelles sont-elles suffisantes pour encadrer l'utilisation de l'IA? Non. Qui nommes-tu pour répondre ensuite à la question? Vas-y. Plutôt oui. Je pense que c'est plutôt de bon niveau. Et du coup, Constance? Oui, largement suffisant. Ok, à Constance de dire qui va commencer à répondre à la première question, à la page suivante. Ah bah, on va faire dans l'ordre. Il faut que je désigne un autre. Ouais. Non. Ouais. Alors, Non, mais tu peux dire que c'est toi si tu veux. Tu dis que tu commences à répondre à la suivante question. ah d'accord, donc là je n'ai pas compris. Il faut qu'on argumente maintenant notre réponse, c'est ça? Non, pas du tout. On D'accord. continue On les fait questions. d'abord le tour de On questions. fait que les oui-non. Et ensuite, Ok. parce qu'en fait, les questions sont relativement cohérentes. Et Bah, ensuite, pose ta question suivante, alors j'écoute, si c'est bien ça le... et c'est toi, et ensuite, tu diras si c'est Eric ou Ok. Reina qui prend. Ok, vas-y. Pensez-vous que l'IA
et la robotique vont détruire beaucoup d'emplois en Europe dans les 5 années qui viennent? Pas détruire. Évoluer. Bon, donc on dit non. Qui répond à ta question ensuite? Eric. Non, mais on ne peut pas répondre à cette question On peut par pas oui ou répondre par par oui ou non. non. Il n'y a pas de joker possible. Mm. D'ailleurs, ce n'est pas une question. Tel que c'est formulé, c'est quelque chose qui C'est fait factuel. l'objet d'un débat. Voilà, donc, On va revenir dessus. Donc, je mets joker. non, mais il y aura de la destruction d'emplois. Enfin, il y aura des jobs qui vont disparaître, c'est évident. Est-ce que ce sera en masse ou pas, etc. On revient dessus. On reviendra dessus. Eric. Mais, Voilà. oui, il y aura Oui, de la destruction. Bon, c'est voilà. le but. Est-ce que Réna, tu as envie de répondre par oui ou par non à cette question? Si je réponds oui, ça compte? Ça compte. Ok, Ça- donc oui, j'ai envie de répondre par un oui ou par un non. Donc non, et je développerai. Et du coup, qui répond à la prochaine question? Constance. La protection des données personnelles doit-elle primer sur l'innovation technologique? Oui. Qui répond ensuite? Je crois, Quentin, que je vais te donner Eric. l'idée de faire toi-même. En fait, c'est en boucle, quoi. On n'est que 3, donc. Ouais, vas-y. Je demande à qui de répondre, ça te va, Fadila? Parce qu'on va Oui, jamais oui, s'en oui. sortir. Oui, oui. Voilà. Donc, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Je vais faire de la provoque et je vais dire non. Réna? Ouais, pour une fois, je vais pas faire de la provoque et je vais dire oui. La réglementation actuelle de l'Union européenne sur la protection des données est-elle suffisante pour garantir la sécurité des citoyens européens? Réna? Non. Eric? Oui. Constance? Ni oui, ni non. Non. Au milieu. Non, pas assez. Non, Joker. Non, pas assez. Non, pas assez. Pas assez. Non. Donc toi, tu dis non. Ouais. Ok. Non, mais t'as le droit de dire non. Je sais. Faut-il... Je continue, Fadila, ou tu prends la main? Vas-y, je te laisse. Comme ça, je note et on va revenir sur là où il y a débat en plus. Faut-il créer un fonds européen dédié spécifiquement à l'investissement dans l'intelligence artificielle, Constance? Oui. Largement Réna? oui. Non, et j'expliquerai. Eric? Oui. Faut-il mettre en place des incitations fiscales pour les C'est entreprises? fini l'histoire de celui qui parle le dernier désigne le prochain. Ouais. Je suis obligé de vous rappeler les règles ou quoi? Bah oui, mais c'était trop compliqué. Du coup, maintenant, c'est moi qui décide tout le temps. Ok. C'est la C'est mon côté démocratie, Léa ça. Salamé, ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai attrapé le syndrome de Léa Salamé. Je ne sais pas expliquer les consignes. Non, mais nous, on essaie de suivre en même temps. Je sais. Pour le coup, nous plaidons coupables. Bah allez, il reste 3 questions parce que je voudrais qu'après que chacun puisse un peu expliciter et revenir sur des points. Voilà. Si tu veux, on peut faire un premier paquet des questions. Non, sur déjà ce qu'il faut vas-y, expliciter. termine, s'il te plaît. Faut-il mettre en place des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans l'intelligence artificielle, Eric? Je dirais non et j'expliquerai pourquoi après. Ouais. Enfin, pas plus que ce qui existe aujourd'hui au demeurant, parce que des incitations fiscales, il y en a déjà. Le crédit impôt recherche existe, y compris pour les boîtes qui font de l'IA. Donc, Constance? Par provoque, je vais dire oui. Et Réna? Oh, je suis d'accord avec Eric. Donc non, pas plus que ce qui existe déjà. Je viens de changer mes paramètres de son suite à une recommandation. Vous me direz si c'est mieux ou pas bien. Ouais, Les ça va. entreprises technologiques européennes sont-elles suffisamment soutenues par les politiques actuelles de l'Union européenne, Réna? Non. Eric? peut mieux faire. Voilà, donc on va dire non. Allez, on va dire Constance? non aussi. On va dire non aussi. Voilà. Maintenant qu'on a dit tout ça, je peux pas, moi, rajouter des questions, Fadila. Non, on va revenir justement sur les points qui nécessitaient et tu vas pouvoir leur poser des questions sans aucun problème sur les points. J'ai noté quand même une des premières questions où ça a beaucoup débattu, c'était sur la destruction des emplois. Donc ça, on parle d'avenir, hein. Et notamment Eric disait que c'était un peu compliqué de dire oui, de dire répondre non, et il avait émis la suggestion d'en dire un peu plus. Bah,
D'abord, vous avez dans votre question mis à la fois la robotisation et l'intelligence artificielle. C'est très intéressant de faire la comparaison avec la robotisation. L'Allemagne est le pays dont le taux de robotisation a été le plus fort d'Europe et c'est le pays qui a le taux de chômage le plus faible. Vouloir établir une corrélation directe entre, j'allais dire, un niveau de modernisation de ces outils de production en les cédant à une partie robotique, qui a été une crainte longtemps à la fois documentée, commentée, n'a pas été clairement démontrée. En tout cas, les chiffres ne sont pas sont clairement défavorables à l'hypothèse selon laquelle la robotisation aurait été le vecteur de destruction d'emplois, quand bien même elle en a détruit. Mais pour le coup, c'est pas les économies qui l'ont plus mobilisé qui ont été les plus défaillantes. Je fais le pari, même si ça ne touchera pas les mêmes, socles ou les mêmes segments d'emploi. On reprend les travaux de Cédric Villani sur les gens plutôt révolution col bleu, révolution col blanc. Je fais le pari que l'intelligence artificielle, elle transformera un certain nombre de process, elle menacera directement un certain nombre d'emplois, mais il y aura des gains de productivité, des gains de compétitivité qui viendront soutenir une économie nouvelle et qui verront naître de nouveaux emplois, indépendamment de ceux qui fourniront les briques de services, les infrastructures et tout ce qui soutient l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles. Tout le débat il est quand même très largement préempté par l'idée qu'on se fait des cas d'usage de l'intelligence artificielle au travers de ce qui a été illustré avec l'émergence de l'IA générative et qui, de mon point de vue, n'est pas aujourd'hui le reflet de la façon dont on l'utilisera demain. Les IA génératives seront beaucoup plus vaporeuses que simplement avoir un prompt sur lequel on ira créer from scratch un certain nombre de contenus, que ce soit de la musique, que ce soit de l'audio, que ce soit de l'image. Donc, je reste convaincu, et la plupart des spécialistes s'accordent à dire que l'intelligence artificielle va transformer beaucoup de choses. Elle va menacer quelques emplois, mais elle soutiendra incontestablement l'émergence d'un paysage nouveau en matière de production, que ce soit servicielle ou de pure production. Voilà. Ok. Juste pour savoir, du coup, est-ce que tu peux considérer que l'intelligence artificielle, quelque part, c'est la robotisation de la prestation intellectuelle ? La robotisation, elle avait touché principalement l'école bleue, et tout le monde s'accorde à dire que l'intelligence artificielle, elle va être la révolution industrielle ou la nouvelle révolution industrielle de ce début de 21e siècle, sauf qu'il y a deux paramètres qui changent. Le premier, c'est que l'électrification avait mis des dizaines d'années pour produire ses effets en matière de transformation, et que là, l'intelligence artificielle, ça va jouer dans les 5 ou 10 ans, si c'est pas plus court, et ça va avoir de l'influence, en tout cas de l'impact, sur des catégories socio-professionnelles qui ne sont pas forcément les cols blancs. D'ailleurs, ils sont plutôt protégés, les cols blancs. On ne va pas transformer le métier d'une auxiliaire de vie avec l'intelligence artificielle. Par contre, à coup sûr, on transformera des métiers de la comptabilité, des métiers à l'Assemblée nationale, des métiers d'avocats, etc. Donc, je ne sais pas si on peut faire des comparaisons raisonnables avec ces deux révolutions. Elles auront, pour un certain aspect, probablement des mêmes effets, mais il y en a d'autres qui sont moins prédictibles, probablement. Et puis, des enjeux en matière de formation qu'il n'y avait pas forcément avec l'électricité. Quand il a fallu que les gens qui allumaient des bougies pour éclairer les rues, il y a quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années, mais pour resituer ça à la fin du siècle dernier, avec l'apparition de l'électricité, le sujet, ce n'était pas d'accommoder les gens aux nouvelles technologies qui venaient d'émerger. Là, pour le coup, on a un double enjeu, former les générations de demain et puis former ceux qui vont voir apparaître cela dans leur paysage et dans leur entreprise. Double enjeu de et un triple enjeu aussi, ceux qui sont déjà jusqu'à présent en fait éloignés. Hein. Oui, il y a une question de ce qu'on dit dans notre jargon qui est jamais très agréable à entendre, qui est une question de flux et de stock. On a une question de flux sur la formation des générations futures, une question de stock sur des gens qui sont aujourd'hui en poste et qui vont devoir se re-questionner sur
leur position dans l'entreprise compte tenu de l'émergence de l'intelligence artificielle qui pourra remplacer partiellement ou complètement un certain nombre de process. Enfin, moi, j'ai des exemples en tête d'entreprises adaptées qui font aujourd'hui la réconciliation, par exemple, à partir de documents qui soient manuscrits ou électroniques de carrière pour des liquidations de retraite. Et ces entreprises-là, elles savent que d'ici la fin de l'année, ces tâches-là seront confiées à l'intelligence artificielle qui le fera avec un niveau d'efficacité qui sera supérieur à ce que peut faire l'humain. Voilà. Je crois que Constance souhaite réagir, d'autant que... Ah, c'est parce que vous m'entendez des pages. Alors, moi, je vais modifier légèrement la question, parce que si vous donnez toujours la même réponse, est-ce que je peux te donner un angle, on n'est peut-être pas Constance? d'accord entre nous, mais vas-y, modifie. Oui, j'arrive avec Constance qu'on ne soit pas d'accord. Hein. C'est rare, mais ça arrive. J'aimerais poser un angle, c'est que là, on parle beaucoup du coup de destruction créatrice de l'économie, et c'était tout l'enjeu de ton intervention, Eric. Or, la politique française est historiquement structurée autour du maintien des emplois plutôt que de la création de nouvelles entreprises. Il n'y a qu'à regarder le nombre extrêmement faiblard d'entrées et sorties au sein du CAC 40. Est-ce que, Constance, tu penses que non seulement ça ne va pas détruire d'emplois, mais que ça ne va pas détruire d'emplois dans le sens où ça va en créer des nouveaux, où ça va changer la nature des entreprises leaders en France? Comment est-ce que toi, tu construis cette question, et comment tu construis cette réponse? Donc, je te remercie d'avoir adapté ta question à ma réponse de tout à l'heure, puisque je l'ai répondu ni oui ni non, j'ai répondu avec le terme de l'emploi va évoluer. Je pense que à chiffre constant, le sujet n'est pas de calculer ce qui va être détruit versus ce qui va être créé. Parce que, en fait, concrètement, ce n'est pas tant un sujet quantitatif qui nous intéresse, ce n'est pas un volume d'emploi, ce n'est pas un chiffre de « à cause de l'IA, ouvrez les guillemets, on va perdre et on va détruire X milliers d'emplois ». Je pense que c'est un faux sujet. Le sujet est plutôt le monde du travail et l'évolution structurelle du monde du travail, et donc l'évolution de l'emploi dans sa qualité, dans ses fonctions, et donc de la formation, de l'orientation, de l'acceptabilité, de l'intégration de l'IA dans les différents métiers et tout type de secteur confondu. Donc, quand tu évoques effectivement le fait de se dire que c'est plus le monde du travail et en fait finalement de la société en tant que telle, de faire société avec l'IA qui évolue, plus que le fait de dire ça va en détruire tant, mais ça va en créer tant. Quand on a dit ça, on sait bien entendu qu'il va y avoir une notion d'acceptabilité, et Eric a commencé à en parler en disant que au-delà de la ressource, c'est-à-dire du fait de former des gens qui vont donc effectivement demain arriver sur le marché du travail en étant OK sur le fait d'être formés au métier d'IA. Et on sait dans ce sujet-là d'ailleurs qu'on a aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre plutôt issue des formations Bac+2, Bac+3 maximum, puisqu'on a des formations aujourd'hui plus traditionnelles de type Bac+5, école d'ingénieur, qui commencent à intégrer les notions d'IA, mais en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre des formations de 5 ans d'ingénieur, et ce n'est pas forcément même ce qu'on a le plus besoin en volume encore une fois, j'utilise le terme de main-d'œuvre, demain et même maintenant sur le marché. Donc, on a un besoin de formation en volume de personnes. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un bon vecteur de retour vers l'emploi, de personnes éloignées de l'emploi qui, grâce à ces formations, cette nouvelle perspective, ce champ des possibles qui s'ouvre, on a des perspectives au contraire relativement positives demain avec un fort taux d'employabilité. Et puis, à côté de ça, effectivement, d'intégrer que les entreprises dites traditionnelles, même si j'aime pas trop le terme, parce que je considère que par exemple, la notion d'économie numérique n'existe pas. Hein. L'économie traditionnelle est numérisée, qu'on fasse du numérique ou pas du numérique. Donc le secteur économique dit traditionnel doit intégrer demain dans son entreprise, dans sa productivité, dans son management, dans sa relation avec les salariés, etc., l'IA, nécessairement, non pas pour la subir, mais bien l'intégrer dans le métier de son entreprise et dans la manière dont il délivre le service, dans la manière dont il délivre son travail, dans la manière dont dont elles font leur croissance, etc. Donc c'est plus pour moi une évolution
qualitatives et structurelles qui dépassent même la notion technologique, parce qu'on est sur vraiment des questions sociétales du monde du travail demain, plus que la question de moins 50, plus 50, 1000 millions d'emplois. Donc, toi, tu la vois comme une migration du métier du travail. Rena, si toi, tu veux expliciter ta réponse, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un changement de vision sur la politique d'emploi de l'Union européenne, en fait? Alors, oui, mais même plus encore, si tu veux. Donc déjà, sur l'aspect robotique, je signale juste qu'il y aura, en fait, est annoncé, sans plus de précision que ça, une stratégie pour la robotique au niveau européen qui sera proposée par la Commission, donc la nouvelle Commission, en 2025. Donc voilà. C'est à nous aussi de veiller au grain à ce que cette proposition et les discussions qui suivront autour de ça puissent être sensées au sens de porteur de sens, hein, et que ça puisse représenter justement les enjeux dont on parle ce soir. Et pour répondre à ton autre question, c'est bien sûr que c'est un sujet de politique européenne. Et là, je rejoins Constance, c'est un sujet de transformation en fait, de qu'est-ce que l'emploi, en fait, qu'est-ce que le travail au final, mais même plus encore, qu'est-ce que je fais de mon temps quand je ne travaille pas. Parce que on a, en fait, quand on regarde les différentes études sur l'avenir du travail, etc., on a beaucoup, en fait, de sujets de l'humain, en fait, la valeur ajoutée dans le cerveau humain, de compétences acquises, de l'émotionnel, etc. On a, en fait, un temps qui peut être libéré pour nous souvenir qu'il y a différents types de travail. Il n'y a pas que le travail dit productif, d'exécution, on regarde ses mails et des choses comme ça, mais il y a aussi un travail qui est de contemplation, qui est d'idéation, qui est de consommation, en fait, de connaissances, qu'on appelle plus prosaïquement de la veille. Et donc, aujourd'hui, si on imagine que certains tâches aujourd'hui chronophages, mais qui ne nécessitent pas, en fait, un cerveau humain à temps plein là-dessus, vont libérer du temps à des humains. Comment est-ce qu'on va, en fait, employer ce temps-là? Comment est-ce qu'on va fructifier ce temps-là? Et donc, c'est là où je rejoins beaucoup Constance sur cette notion de transformer la notion même de travail et la notion même aussi de l'implication, on va dire, individuelle, humaine, etc., dans la vie de la cité. Et c'est là où, en fait, on a besoin de réfléchir à ces sujets-là d'une manière très différente de telle techno, j'en ai besoin pour faire X ou Y. C'est comment je peux intégrer des technologies différentes. Et donc, quand on va faire ces stratégies, comment on va intégrer, en fait, les règles qu'on va instaurer pour qu'elles permettent déjà de réparer, en fait, des carrières cassées, parce qu'on va en avoir. Il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi. Ça arrive déjà parce qu'on va leur dire, à tort ou à raison, tu vas te faire grand remplacer par ChatGPT. Et donc, comment on va réparer finalement ces carrières-là? Et j'attire l'attention sur cette notion de transformation qui, moi, en tout cas, me préoccupe beaucoup parce que on a déjà du mal, et je le vois dans des parcours, par exemple, cybersécurité, on a énormément de mal à valoriser, en fait, des parcours pluridisciplinaires, notamment en France, où on a un attachement extrêmement important, trop important au diplôme, qui, en fait, ignore souvent l'expérience qu'on peut avoir par ailleurs. Ouais. Alors, sans transition, même s'il y a un lien, nous venons de parler de l'IA et de l'emploi. Ouais, je peux faire une remarque ou pas sur ce qui vient d'être dit? Bien on sûr. le fait comme ça ou pas? Eric. C'est le principe d'un débat. Ouais. D'abord, en fonction de la façon dont vous posez la question, on sent bien que le débat peut naître sur plein de choses. Et là, finalement, on a lentement dérivé sur la façon dont on appréhende le travail et la façon dont on l'appréhendera demain ou dont
qui sera transformé avec l'intelligence artificielle. J'aime quand même rappeler que la façon dont on appréhende le travail n'a pas attendu l'arrivée de l'intelligence artificielle pour être profondément transformée, et ce, notamment après le Covid. Enfin, reprenez l'ouvrage de Jérôme Fouquet sur la France d'après Covid, vous reprenez des stats qui sont assez vertigineuses. Dans les années 90, quand vous questionnez les gens globalement, dans un échantillon représentatif, la place du travail dans la vie de tous les jours, elle est considérée comme centrale pour plus de 70% des gens. Ça, c'est le début des années 70. Aujourd'hui, et on le sait tous et on le ressent tous, la façon de s'investir au travail, la façon d'avoir un travail qui résonne avec le sens qu'on a envie de lui donner ou de donner à sa vie, ou des missions qu'on a envie d'accomplir par rapport à des problématiques qui sont là aussi apparues, pas de manière soudaine, mais en tout cas à bas bruit et aujourd'hui de manière très prégnante dans les préoccupations de chacun de choisir tel ou tel job. On est plutôt à 30%. Donc on a un virage qui s'est opéré en moins de 30 ans d'une centralité du travail qui est devenue moins essentielle. Et ça, c'est pas... Enfin, on conviendra tous de dire que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a été game changer là-dessus, mais qu'il y a eu d'autres phénomènes exogènes à l'arrivée de nouvelles technologies et qui a profondément transformé la société. Là où je suis d'accord, par contre, je ne rajoute même pas de par contre à l'argument parce que je pense qu'on se rejoint sur un certain nombre de sujets. Là où je suis d'accord avec à la fois ce qu'a dit Réna et ce qu'a dit Constance, c'est que de mon point de vue, en dehors de la façon dont vous avez posé les questions précédemment, le vrai sujet, c'est celui de la transition. Et c'est de savoir où on se situe par rapport à ce qui va se produire demain. Entre les plus radicaux qui disent qu'il faut tout faire pour que ça n'arrive pas, ou en tout cas avec certaines conditions qui font que si jamais on devait les remplir, les choses n'arriveraient pas chez nous, mais elles arriveraient ailleurs. Et puis ceux qui seraient les purs BA de la technologie, qui diraient bah, tout ça est welcome, on ne fait même pas gaffe à ce que ça va donner, et puis de toute façon, ça arrivera bien. Je pense que la position raisonnable, c'est de se dire de toute façon, on n'échappera pas à ces transformations-là parce que les puissances économiques et la mondialisation de l'économie fait que si on ne va pas vers ces éléments de progrès, on se retrouve déclassé. Je reviens sur l'exemple tout à l'heure de l'Allemagne versus la France sur le niveau de robotisation. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'effectivement, on est plutôt sur l'industrie 4.0, la mobilisation, la robotisation. L'intelligence artificielle, elle sera présente dans les entreprises. Alors, on peut se dire des banalités ce soir en se disant « Ouais, mais il va y avoir que des gens augmentés, des médecins augmentés, des avocats augmentés, des parlementaires augmentés, des ouvriers augmentés. » Mais en vérité, ça va transformer des choses. La question qui est posée aux responsables publics et à ceux qui prétendent exercer des responsabilités de demain, c'est comment on accompagne au mieux cette transition. Et on revient sur les enjeux de formation. Mais encore une fois, sur les aspects de travail, des gains de productivité, ce qu'on en fait derrière, est-ce que c'est pour retrouver du temps libre, etc. Je suis persuadé et intimement convaincu que ce qui a été la transformation née du Covid, même si, pour ceux qui ont écrit Le Monde d'après, on s'est bien rendu compte que quand les choses sont redevenues, entre guillemets, normales, on est revenu là aussi à un certain nombre de principes qui prévalaient avant la crise. Pour autant, il y a eu des transformations profondes sur la façon dont, et pas que les jeunes générations, appréhendent le travail. Et ça, c'est profondément ancré. Alors, ok, juste un point. Je demanderais juste aux invités d'essayer de parler moins. D'être un peu concis parce que même si on ne peut pas dialoguer sur tout, et nous avons quand même quelques points. Et moi, je voudrais enchaîner après sur l'investissement justement dans l'IA. Mais Réna a levé la main. Je pense qu'elle souhaitait réagir. Ouais, juste très rapidement. Voilà, rapidement, s'il vous plaît. Ouais, très rapidement. En fait, c'était pour dire que oui, bien sûr c'est pas la première fois qu'on va avoir des transformations profondes. C'est que en fait, cette fois, on est face en fait à des événements qui sont qui en fait changent profondément, pas juste un pays, mais le monde entier. Le Covid, ça a été le premier, et très rapidement en fait derrière, on a l'émergence d'une technologie de rupture. Et quand on parle de technologie de rupture, comme a été l'acier, comme a été d'autres choses avant, en fait, on parle aussi d'une redistribution
comment on produit de la valeur, de comment on redistribue le pouvoir aussi, etc. Donc c'était pour ça aussi que j'insistais autant sur cette histoire de transformation, même si oui, sur les grands principes, je pense qu'on se rejoint, mais mon propos est de dire que contrairement aux 30 Glorieuses, là on est sur des temporalités qui sont extrêmement réduites et qui vont poser en fait des défis très différents aussi aux législateurs, qu'ils soient national, européens, aussi sur le volet coopération internationale, etc., etc. Donc c'est cette vitesse-là qui va vraiment en fait impacter de manière très forte ce sur quoi on va devoir pouvoir en fait réagir et aussi la vitesse, l'agilité avec laquelle on doit pouvoir réagir. Ok. Merci. Alors, tout à l'heure, dans la liste des questions, à un moment donné, vous étiez pas d'accord, enfin, en tout cas, tous les trois, deux étaient d'accord. C'était lorsqu'on a parlé des investissements dans l'IA. Il y avait deux questions. L'une sur le fonds européen dédié spécifiquement à l'investissement dans l'IA. Eric et Réna ont répondu oui et Constance non. Et faut-il mettre en place des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans l'IA ? Eric et Réna avaient répondu non et Constance oui. Est-ce que vous souhaitez revenir et expliciter vos réponses spontanées de tout à l'heure sur des questions qui étaient fermées, je rappelle, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre? Oui, moi je veux bien commencer. C'est possible juste simplement de redire la première question sur laquelle on n'était pas d'accord? Bien sûr. J'ai pas entendu la Alors, faut-il créer un fonds européen dédié spécifiquement à l'investissement dans l'IA? Voilà. Et la deuxième, c'était faut-il mettre en place des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans l'IA? Alors, je vais commencer par la deuxième question où j'ai dit oui, un peu par polémique, même si je sais qu'il existe beaucoup de choses. En fait, j'ai dit oui pour être en lien avec la réponse de ma première question qui était sur le fond. Sur le fond, en fait, le sujet, c'est l'investissement massivement dans l'IA au niveau européen. Bien entendu, au niveau européen, puisque c'est un sujet qui n'a pas de frontières et qui concerne de manière assez logique tout notre continent. Et l'échelon européen est l'échelon utile, efficace, et ça tombe bien, c'est l'objet de notre débat. Donc, à partir du moment, on ne va pas refaire l'historique de ce que l'Europe a déjà perdu en termes de bataille du numérique. Je pense qu'on est relativement d'accord là-dessus, sur le retard qu'on a pris dans un certain nombre d'innovations. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait faire pour investir massivement? Mais quand je dis massivement, ce n'est pas des petits millions par-ci, par-là, lancés par des politiques nationales suite à un rapport X ou Y de chercheurs et d'experts, etc. Mais bien d'avoir à l'échelle de l'Europe une cohérence et une coordination, que plutôt d'investir dans les normes, qu'on investisse dans les projets. Je dis ça aussi un peu de manière pour relancer le débat. On a une réglementation maintenant qui existe. Peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, qui a le mérite d'exister. Le sujet, on est déjà, je dirais, largement au-dessus de ce que l'on devrait ou pourrait faire en termes de régulation par rapport à notre innovation actuelle. Donc, je considère qu'on a d'abord commencé par réguler avant d'innover. Mais encore une fois, ça va sûrement faire réagir. Maintenant, il faut absolument qu'on investisse dans les projets. Il faut qu'on investisse dans les boîtes. Il faut qu'on investisse dans la recherche. En fait, on débat, notamment, je ne parle pas forcément ce soir, mais on débat sur ces sujets-là, sur les parties très superficielles de l'intérêt de l'IA. Effectivement, ça va détruire, voilà, ça va empêcher ceci, ça va empêcher cela. On donne des exemples très basiques sur la productivité, le gain de productivité, et on n'explore pas du tout le champ des possibles en termes de lutte contre le réchauffement climatique, dans le monde de la santé, dans le monde de la recherche et dans la cybersécurité. Bref, donc des domaines stratégiques, éminemment stratégiques pour notre société. Et donc, il faut qu'on puisse investir massivement dans la recherche et l'innovation. Et le moyen de le faire, comme on est en débat dans le cadre des élections européennes, la proposition qui est faite effectivement par la liste des Républicains, c'est effectivement d'avoir un fonds européen pour l'accompagnement des transformations de l'économie liées à l'intelligence artificielle. Et il ne faudrait pas que la France y soit tout seul et que chacun y mette simplement de son petit billet. Ce serait vraiment, je le dis de manière très cash, ce serait quasi inutile. Il faut qu'on arrive à des montants
de plusieurs milliards d'euros et dans des échelles très courtes, parce que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on est dans des temporalités qui nécessitent d'aller vite et en fait, on est déjà en retard. Donc, une somme conséquente qu'un État membre seul ne peut pas assumer, qui doit être porté à l'échelle de l'Union européenne pour investir massivement en misant à la fois sur des fonds publics, pour faire un effet de levier, et puis sur des fonds privés. Et donc, d'où ma réponse à la deuxième question sur des éventuelles incitations qui existent déjà, mais il y a sûrement d'autres choses à inventer à l'échelle européenne pour aller chercher des fonds privés. Je suis persuadée que de l'argent, il y en a. Il faut simplement le mutualiser, le synchroniser avec une initiative européenne unique. Donc voilà la proposition qui est faite et de manière très résumée. Quand tu parles d'initiative européenne unique, tu parles de choses comme la capacité à aller chercher Comme une DARPA à des l'échelle modèles. européenne. Donc une DARPA à l'échelle européenne, tu parles de l'initiative JEDI par exemple? Par exemple, oui. Et éventuellement essayer de rebalancer une partie de l'épargne? Alors ça, c'est une autre proposition qui du coup n'est pas que liée à l'IA, mais c'est une proposition qui est aussi faite par la liste des Républicains, c'est notamment sur l'épargne des Européens, d'essayer de voir pour l'investir sur des sujets d'avenir, en l'occurrence des sujets liés aux transitions au pluriel, transition numérique, transition écologique, donc ça peut aussi en faire partie, oui. Reina, je vois que tu lèves la main. Tu as un avis très profond sur cette notion d'investissement? Alors, très profond, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans Next Generation EU, qui est donc un fonds dont 70%, si tu veux, vont à la transformation numérique, dedans, il y a énormément de milliards alloués à l'IA. Je n'ai plus le pourcentage en tête. Et dedans, en fait, dans les pays qui contribuent le plus, la France est 4e pour le coup. Et la première, c'est l'Italie. Ça m'avait surprise quand j'ai vu le chiffre. L'Italie, c'est plus de 40 milliards en fait qui sont investis dans Next Generation EU. Dont, encore une fois, 70% vont à la transformation numérique et dont beaucoup de cet argent ira à l'IA. Déjà au moins dans les 5 milliards, mais ça, c'est pour l'instant. Donc, on verra bien ce que ça va donner dans la prochaine mandature. Donc, on a de l'argent là-dessus. Et ça, c'est que Next Generation EU. Je parle même pas d'Horizon, je parle même pas en fait des fonds qui existent déjà sur des sujets numériques, que ce soit Digital Europe, que ce soit toute la partie recherche, développement et innovation qui est Horizon, Europe, etc., etc. Donc, on a de l'argent. La question est comment flécher cet argent et comment nous assurer que les projets qui reçoivent cet argent durent et en fait survivent et produisent des choses pertinentes. Nous, on a positionné dans le programme, on a positionné en fait un sujet qui bénéficierait d'argent dédié, qui est justement le sujet de l'évolution des emplois. Parce que on a aussi un vrai sujet de comment préserver les talents que nous avons en Europe sur le sujet et comment donc les encourager finalement à construire des technologies européennes et non pas fuir chercher de l'equity chez les Américains ou ailleurs. Et donc nous avons en fait fléché, on va dire, un sujet sur l'allocation de fonds sur ce volet-là, sur le volet transformation de l'emploi. Et moi, quand j'ai répondu que oui, ce serait bien d'avoir un fonds, mais en fait, il faudrait surtout être très clair sur ce qui existe déjà et comment ce qui existe déjà est injecté dans des projets qui sont, pour le coup, réellement européens, qui ne sont pas des coups dans l'eau, qui ne sont pas on va tester un truc sur 3 ans et puis allez à Jacques Test, quoi, advienne que pourra, et puis on verra bien. Parce que ça, c'est pour le coup un problème récurrent avec des projets qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue recherche, développement et innovation et qui sont en fait, qui s'étiolent parce que on a aussi
un autre sujet en Europe sur lequel on est très mauvais, qui est toute la partie transition vers l'industriel, où il n'y a pas en fait d'encadrement dédié de projets qui peuvent arriver à maturité rapidement, qui sont faits dans le cadre de la recherche R&D, RDI, sous Horizon par exemple, mais qui en fait ne voient quasiment jamais la lumière du jour dans un contexte entrepreneurial. Et donc finalement, cette absorption de ce qui se fait, de nos impôts finalement qui financent des fonds de recherche et développement, des fonds d'investissement, etc. En fait, ils voient très rarement se matérialise très rarement en fait dans des produits qu'on retrouve finalement sur le marché unique et qui nous servent au quotidien. Et donc, si on devait investir de l'argent et vraiment avoir un peu la main lourde sur le reporting, parce que du reporting, il y en a, en fait, il devrait être associé à la durabilité, en fait, et à la survie et au développement de ces projets-là, au dehors de juste un projet de recherche ou de juste une boîte qui s'est créée, une start-up qui s'est créée ici ou là, et qui, en fait, récupère de l'argent juste pour commencer, mais dont le seul rêve, c'est de se faire racheter par un GAFAM ou par un BATX. Je peux juste compléter aussi pour simplement rappeler que pourquoi j'ai répondu oui spontanément en fait qu'il faille un fonds européen, et je pense que globalement tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que les échelles de valeur aujourd'hui auxquelles on doit faire face compte tenu de la taille des acteurs qui sont parfois parmi les leaders ou les leaders pressentis, fait que de toute façon c'est pas à la portée d'un pays et encore moins d'un pays qui a 3 000 milliards de dettes ou même de l'Italie. Si je veux faire une comparaison avec le chipset plan de l'Europe, c'est 43 milliards d'ici 2030. Il faut juste rappeler que TSMC, qui est un fabricant de chipsets taïwanais, il a investi sur une usine 65 milliards aux États-Unis. Donc, quand vous avez en tête, on va faire grâce pour gagner du temps, les échelles de valeur qui peuvent exister entre les uns et les autres, mais évidemment que ce n'est pas les pays européens pris isolément qui vont, avec des fonds issus là, même s'ils sont parfois utiles, pouvoir remplir la mission. Donc, il y a besoin d'un fonds européen. Je crois qu'on l'a tous dans les programmes divers et variés. Après, ils sont conditionnés, ils sont fléchés, etc. S'agissant de Renaissance, non pas que je représente Renaissance ce soir, mais comme je fais partie de Renaissance, je peux en parler. Il y a une proposition d'un fonds de 1 000 milliards et qui va couvrir les sujets aussi écologiques, parce que si on parle de l'intelligence artificielle ce soir, on a aussi bien d'autres enjeux. Et juste rappeler, et comme ça j'anticipe sur la deuxième question à laquelle j'ai répondu non, sur les exonérations fiscales, je pense qu'il ne faut pas tomber dans les trucs qui soient des effets d'aubaine qui ont de temps en temps échoué. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas très fan des dispositifs particuliers qui sont en général fléchés sur un court temps, etc. D'autant que ça fait d'autant moins de sens que je suis convaincu que l'intelligence artificielle, notamment le bond qu'elle est en train de réaliser par les capacités de calcul, il y a aussi des plans, et là aussi vous auriez pu nous interroger sur les projets respectifs de chacun, sur les supercalculateurs, etc. Mais cela va profiter aussi à une autre révolution qui là va bouleverser le monde, qui est celui du quantique. On se discute entre nous, on a des 0, des 1, tout ça est binaire, mais quand on va taper dans la logique floue, là, on va avoir des révolutions qui vont être beaucoup plus profondes encore et beaucoup plus rapides que ce qu'on est en train de découvrir avec l'intelligence artificielle. Comme il y a une intimité entre les deux technologies et que l'intelligence artificielle est, j'allais dire, en supporter de l'accélération du développement du quantique, il n'est peut-être pas raisonnable d'imaginer d'avoir des fonds qui ne soient pas trop dédiés à certaines technologies, ignorant que d'autres sont en cours de préparation. Mais ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux mettre du pognon sur des batailles qui ne sont encore pas perdues, plutôt que du pognon sur des choses pour lesquelles on a perdu des batailles depuis très longtemps. Voilà. D'ailleurs, vous avez tous répondu aussi à la question, vous avez répondu exactement la même réponse. Les entreprises technologiques européennes sont-elles suffisamment soutenues par les politiques actuelles? Vous avez tous dit non. Alors après, ça dépend ce qu'on entend par politique. C'est politique dans le sens politique publique ou politique les êtres humains qui font de la politique? Et puis ça dépend ce qu'on entend par soutenu. Parce que pas assez soutenu par les politiques publiques, c'est possible. Par contre, opportunisme politique, ça, il y en a.
Et puis pas assez soutenu après le plan de relance qui a quand même profité à beaucoup d'entreprises en France, tout secteur confondu. Enfin, Avant qu'on passe à une seconde partie, est-ce que peut-être Réna, sur cette notion de est-ce que les Attends. entreprises technologiques. Attends, excuse-moi, Quentin, tu On as a coupé coupé Eric. en plein vol. Ah merde, je Non, non, te non, donne les justement, 100 et tu me remontes. J'ai non, deux mais- Oui, secondes c'est ça. perdu quelqu'un. non, mais Excuse-moi. même moi, je dois terminer à 22h30 absolument, parce que j'enchaîne Oui, avec voilà, c'est pour après. ça. Donc voilà, on aurait 1000 choses à se dire ce soir et on n'aura pas le temps. Donc, point. Non, non, je vais, si vous voulez bien, justement, pour essayer de rester dans la promesse du 22h30, on sait que sur Space, c'est toujours très difficile parce qu'on se sent très à l'aise pour dialoguer. Et puis aussi sur cet espace, on laisse chacun aussi pouvoir s'exprimer. On va passer à la deuxième discussion autour de la souveraineté numérique et la régulation. Et j'espère justement à travers cela aussi que Réna pourrait aussi nous donner. Je pense que Réna, il faut faire baisser la main parce qu'on a toujours l'impression que vous Mais elle n'est pas souhaitez. levée, en fait. Excuse-moi, je vais regarder, mais normalement, je l'ai baissée. Désolée. Moi, je la vois, mais c'est pas grave. Comme ça, Réna pourra aussi nous dire ce qu'elle entend également sur l'intervention, sur la représentativité aussi des entreprises. Sur la discussion autour de la souveraineté numérique et la régulation des technologies, je vais vous refaire très rapidement. On va pas revoir en fait les consignes par un oui non. Là, je vais vous poser beaucoup moins de questions et on va revenir sur les points. Faut-il un Buy European Act qui privilégie l'achat de services numériques européens plutôt qu'américains ou asiatiques? Eric? Nous, on l'a mis dans notre programme. Donc voilà, je vais faire une réponse courte. C'est dans le programme de la liste de Valérie. Ok. Réna? Oui. Constance? Oui, et pareil, c'est dedans. Putain, vous nous avez copié. Oh, bah, bien sûr. Faut-il On a dit poli. On va rester avec Constance. Faut-il un Small Business Act pour obliger les États et les grandes entreprises à réserver une part des appels d'offres start-up? Et puis, il faut que j'accepte notre ami Quentin. C'est trop complexe pour oui ou non, ça. Il y a trop de conditions. Joker, alors, parce qu'il y a trop de conditions en petite astérix. D'accord, donc c'est un on peut pas joker. obliger. Alors, je vais faire le jeu de la question oui-non. Moi, dans ma conviction personnelle, on ne peut rien obliger. Donc, non. Ok. Est-ce qu'il faut que je répète la question? Faut-il un Business Act pour obliger les États et les grandes entreprises à réserver une part des appels d'offres aux start-up? Alors, comme on ne l'a pas mis dans notre programme, je vais dire que non. Voilà. Je vais D'accord. jouer le jeu. Arrête de copier. Bah non, on l'a mis dans notre programme et je vais dire oui. Ah, dis-nous pourquoi alors. Attendez. Faut-il, je souligne, on revient dessus avec grand plaisir. Faut-il réviser le RGPD pour favoriser l'innovation par rapport à la protection de la vie privée? Il faut probablement donner des nouvelles missions à la CNIL et les sensibiliser sur le fait que ça ne peut pas être qu'une approche juridique des C'est choses. oui ou c'est non? Non, la réponse, c'est pas le RGPD qu'il faut changer. C'est d'avoir des pratiques harmonieuses par les autorités qui sont en charge de l'application du RGPD au niveau européen. Et puis, quand on a une lecture qui est une lecture donc trop je mets non. Ok. Réna? Oui, et j'expliquerai. Constance? Il ne faut pas revenir sur le RGPD, mais il est suffisant et il faut que la CNIL soit autorité sur ces questions. Ok. Est-ce que Quentin, tu es prêt pour prendre la suite? Il est auditeur encore. Oh, c'est pas vrai. En plus, j'ai accepté. Hop. Quentin. Co-animation. La souveraineté numérique européenne est-elle un concept d'avenir ou de ringard? Alors, est-ce que c'est un concept d'avenir? Oui, non? Moi, je ne suis pas sûre qu'elle existe. Donc, je mettrais même en cause la définition de souveraineté européenne, si tant est qu'elle existe. Moi, j'adore la souveraineté, je déteste le souverainisme. Bah, la même qu'Eric. Alors, d'accord. Alors, quand je disais tout à l'heure que j'avais des nids de rebelles, c'est très bien, c'est parfait. Quentin, tu es parmi nous? Toujours auditeur. Oh, ben pourtant, je l'ai accepté plusieurs fois.
Je crois qu'il faut que tu sortes complètement de l'application, Quentin, et que tu reviennes. Il faut sortir, c'est comme Fort Boyard, et il faut sortir là. Ok. Les mesures de cybersécurité doivent-elles être renforcées, même si cela implique des restrictions sur nos libertés individuelles? Oui ou non? Non. Non, on peut renforcer la cybersécurité sans forcément rogner sur les libertés individuelles. Enfin, c'est pas... Non, mais si Nice 2 pouvait être mieux collaboratif et pas imposé, ce serait super. Ouais, mais là, vous allez voir Philippe Conton qui va vouloir monter sur scène. Sinon, on va se faire disputer par Fadila. Non, attendez, vraie question. Quand tu dis plus collaboratif, est-ce que tu remets en cause certaines des règles du fonctionnement de l'ENISA? Ah non, je dis juste que la manière dont Nice 2 est imposée et traitée est imposée aux collectivités, pas discutée, et qu'à 6 mois du truc, on a zéro info. Je fais exprès de mettre ça un peu en polémique, mais Nice 2, c'est un super cas pratique. Enfin, voilà. Le sujet est bon, mais la façon dont c'est déroulé n'est pas bon. Ah, mais ça, c'est la transposition française qui n'a par ailleurs strictement rien à voir avec le texte d'origine. Le texte d'origine est largement plus clair et son objectif, c'est une stratégie nationale et la coopération européenne. Et on se retrouve avec un bidule en France qui est une honte. Ah, je suis d'accord, c'est une honte, c'est un bidule. Voilà, c'est vraiment... Bref, on va en reparler, mais c'est vraiment... Est-ce que cher invité, oui, pardon. Puis-je terminer mes 2 dernières questions? Et ensuite, je vous assure que je vous donne... Faut-il davantage de régulation pour encadrer l'utilisation des technologies émergentes comme l'IA ou la blockchain? Bah, on dérégule. Pour moi, non, parce qu'on régule déjà... Enfin, on régule plus que ce qu'on innove, encore une fois. Donc, pour l'instant, ça suffit. D'accord. Moi, j'ai des textes de loi qui sont inapplicables, dont on verra jamais les décrets. Donc, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, on a eu une inflation de textes autour du numérique et qui correspondent pas forcément à la réalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler. Enfin, je trouve que la question est curieuse. Enfin, elle est à la fois curieuse et en même temps, elle est pleine de sens. Mais question. non, mais bah, j'en avais une autre, c'était est-ce qu'on a trop légiféré? Je l'ai enlevé, hein, vous voyez. La réponse est oui. Ouais, ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi en réalité. Oui, je fais exprès. Ok. Pensez-vous il reste Réna qui n'a pas répondu. Ouais. Voilà. Alors, on ne régule pas une techno, mais là où on pêche pour de bon, c'est vraiment dans l'application de ce qui existe. On a des millefeuilles et pas assez de moyens et de ressources pour appliquer ce qui existe déjà. Je pense que si déjà on faisait un effort significatif là-dessus, il y a beaucoup de choses en fait qui se régleraient sans qu'on ait besoin de rajouter des couches de choses. Après, il y a des textes, il y a des dispositions qui doivent être clarifiées. Ça, c'est une chose. Mais déjà, si on appliquait ce qui existe, on serait quand même pas mal. Ok. Et alors, du coup, je ne sais même plus si c'était oui ou non. Là, j'ai dit, on a dit que ce n'était pas une bonne question. Merci. Bon, j'ai une dernière question et on va revenir en détail. Vous allez pouvoir expliciter vos réponses. Pensez-vous que sur Internet, la sécurité est la première des libertés? Non. Moi, je mets rarement le mot sécurité derrière Internet ou les Internets. Donc non, par provocation et par conviction. Et moi, je vais dire oui par provocation, parce que Internet, c'est comme la vraie vie, et dans la vraie vie, c'est le cas. Oh, j'ai l'impression d'entendre Paul Midi. Oh non, bon, attends, Eric, on ne va pas commencer. C'est pas tout. Sinon, on va se faire une soirée alcoolique anonyme. Bon, alors j'avais prévenu que c'était pas un débat, c'était pas un concours de punchline, c'était pas un duel, mais j'ai pas prévenu qu'on avait que des rebelles. Mais on est bien sur un dialogue bienveillant et transpartisan, et ça c'est top. Bon voilà, je voudrais revenir sur la première question qui vous a perturbé. Est-ce que Quentin, tu es parmi nous maintenant? Est-ce qu'on peut entendre ta jolie voix? Tout fonctionne de nouveau. Très bien. On va revenir sur le Small Business Act. Ça te dit?
Ah, moi, le Small Business Act, c'est un sujet dont j'ai eu discussion avec plusieurs personnalités politiques cet après-midi même. Donc, ça, c'est un sujet qui me dit particulièrement. Voilà, donc à la question, faut-il un Small Business Act pour obliger les États et les grandes entreprises à réserver une part des appels d'offres aux startups? Il y a eu un petit peu de bataille un petit peu sur le sujet. Qu'est-ce qui veut réagir là? Eric avait dit non, Réna oui et Constance non. Mais c'était parce que ma question a été mal formulée. Non, j'ai dit non parce que c'était pas c'était pas écrit dans notre projet. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas des incitations pour faire en sorte de soutenir les startups. Et évidemment que il y a un sujet d'amassage, même si après elles doivent trouver leur cible, leurs clients. Il y a pas de, ça peut pas être soutenu uniquement par la commande publique. Je pense qu'on a un sujet. Après, Je pense qu'on a un Eric, sujet avec Eric, l'UGAP, en fait. On a un sujet avec l'UGAP. Voilà. pardon, Eric, mais ça ne peut pas être soutenu uniquement par la commande publique. Mais est-ce que tu connais un seul groupe de GAFAM, donc dans les gros États-Uniens, qui ne soit pas né intégralement de la commande publique? Non, mais j'entends bien. Mais par ailleurs, comme on porte le projet et l'ambition d'avoir un Buy European Act dont il me semble qu'il couvre et pas de manière exclusive tout sauf les startups, on peut imaginer aussi qu'au travers d'un levier comme le Buy European Act, on aurait quelque chose qui serait très profitable à la fois des entreprises qui sont des entreprises qui viennent d'être incubées et des entreprises qui sont matures et des ETI. Donc voilà, c'est un outil plutôt qu'un autre. En fait, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il faut faire et un Buy European Act et un Small Business Act? Moi, j'ai tendance à penser que si on fait un Buy European Act, on couvre aussi une partie de la problématique, en partie couverte par le SBI. Mais alors du coup, est-ce que le Buy European Act fait partie de la liste Renaissance? Oui, c'est la 4e page du programme. C'est dedans. Écrit tel que. On l'a piqué à Constance. Et du coup, ma réponse ne va pas être très surprenante, mais je suis 100% d'accord avec Eric. Je pense que alors pour le coup, c'est pas page 4 de notre programme, parce que je pense qu'on n'a pas le même. Mais en revanche, sur le constat et sur la réponse à la question, il n'est pas forcément utile d'avoir les deux, et pour les raisons qui ont été évoquées. Enfin, vraiment, je suis 100% d'accord avec Eric. Et puis, encore une fois, si on en a un qui est plus englobant que l'autre, on va pas encore une fois rajouter des nouveaux actes, etc., spécifiquement pour les startups, spécifiquement. Bon. Donc, s'il y en a un qui est plus généraliste et qui englobe effectivement une forme de soutien à l'achat et au soutien, du soutien effectivement à passer par certaines entreprises et à acheter entre guillemets européen, ça me va bien plutôt que imposer spécifiquement les startups sur les marchés publics, etc., qui est pour moi pour le coup trop restrictif versus l'autre solution. Donc les deux sont pas forcément nécessaires, l'un allant dans l'autre. Ouais, de toute façon, vous avez fait consensus sur le Buy European Act, mais pas sur le Small Business Act. Et je crois que c'est Réna qui voulait intervenir là. Ouais, en fait, pour moi, il y a un mélange des deux qui doit être fait, du Small Business Act, du Buy European Act, parce que ce qu'on veut, c'est favoriser en fait l'émergence d'acteurs européens qui aussi bénéficient de la commande publique. Donc après, que ce soit des startups, des PME, des ETI, ça c'est un autre sujet. Enfin, je veux dire, j'ai pas de religion sur la façon dont on va les nommer. Ces organisations-là. Le souci aujourd'hui qu'on voit, c'est qu'on a des spécialistes sectoriels qui font du très bon boulot, mais qui en fait se retrouvent mis en concurrence avec des généralistes très gros qui peuvent se permettre en fait d'attendre aussi à être payés pendant plusieurs mois. Et donc on a un vrai sujet aussi de durabilité en fait, de trésor, vraiment de trésorerie, parce que perso, par exemple, dans le cadre de mon activité, j'évite comme la peste de faire du business avec du public français, parce que moi, je ne peux pas en fait gérer des retards de paiement de 6 mois, 8 mois, 9 mois. C'est juste pas possible. Et donc, on a aussi cet enjeu-là qui est de, certes,
on va privilégier, on va flécher des choses, etc. Mais en fait, il faut aussi que en fait, chacun joue le jeu, quoi. Et qu'on ne rechigne pas parfois de payer plus cher. Mais parce que c'est européen, parce que les salaires ne sont pas les mêmes, parce que, enfin, plein de choses, mais aussi qu'on paye les gens. En France, le délai de paiement est de 30 jours après facture. Moi, j'ai un client, ça fait 2 ans que j'attends, quoi. On en est à des plaintes à la DGCCRF. Donc ça, ce n'est pas normal. Donc c'est très bien de flécher les choses, mais aussi, il faut que aussi nos amis dans d'autres États membres jouent le jeu, parce que nous, en France, on peut se raconter tout ce qu'on veut sur la préférence européenne, etc. Il y a d'autres qui, derrière, on va dire, des qualificatifs tels que pragmatisme, en fait, n'entendent pas du tout ce genre de discours. Et en fait, avec qui on a des problèmes aujourd'hui qui sont très très rapidement arrivés sur le volet politique. Et là, je dirais quelque chose que Quentin, je pense, attend depuis un moment, qui est le schéma de certification cloud, qui est un cas d'espèce de grosses politiques sur le volet numérique, où on a un vrai sujet de comment, en fait, qu'est-ce qu'on privilégie. Et donc, s'il faut, à un moment donné, taper du poing sur la table et dire on va flécher X% pour pouvoir, en fait, soutenir les gens que, par ailleurs, on a soutenus avec des CIR, avec des subventions autres, pour pouvoir aussi les soutenir pour qu'ils vendent, y compris à l'État. Et en fait, il faut être cohérent, il faut être clair, il faut être aligné à un moment donné. Et donc, il faut en fait avancer de cette façon-là ensemble. Et ça, pour faire un marché européen du numérique, un marché unique du numérique, ça, on ne peut le faire qu'au niveau européen, ça c'est certain. Pour être transparent avec toi, Rena, je pense qu'on peut dire que la totalité de mes rendez-vous de l'après-midi étaient à propos du schéma de certification cloud. Donc on parle de EUCS pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais. Aujourd'hui, à la fois malheureusement et heureusement, la situation est un freeze. C'est-à-dire que la situation est qu'on ne va pas prendre de décision avant on ne sait pas quand. Et il est urgent d'attendre comme depuis 2 ans. Oui, sauf que là, on sait que si on n'avait pas pris une décision, on aurait pris une décision en faveur des GAFAM. Donc il vaut mieux ne pas prendre de décision. Et aujourd'hui, la problématique, comme souvent, est la France a une opinion et elle est un peu seule. Aujourd'hui, comment est-ce qu'une liste qui va avoir des partenaires se voit sur le schéma de certification cloud aller chercher des partenaires pour avoir une position qu'on va qualifier en soutien à l'écosystème numérique européen. Est-ce que ça, c'est une option qui est débattue, par exemple, Eric? Moi, j'étais toujours sur. Pardon, parce que j'étais un peu taquin tout à l'heure avec Paul Midi, parce qu'on parlait de financement des startups. Je veux pas passer sous silence le travail qu'a fait Paul d'ailleurs sur le financement des startups, le rapport qu'il a rendu, et le fait que dès l'année dernière, avec une transformation en projet de loi de finances, il y a un certain nombre de ces recommandations qui ont été suivies. On peut pas décrire le paysage aujourd'hui comme étant un paysage qui est totalement vierge de soutien aux startups après des 6 milliards d'euros d'investissement qui ont été annoncés pour la French Tech en 2023. Et encore une fois, la poursuite du fonds Tibi en Tibi 2 et la continuation. Ah, pardon, repose ta question sur UCS ou sur on a changé de sujet là. Non, vraiment, mon idée, c'est de poser la question, c'est aujourd'hui, comment on trouve des alliés en Europe sur la position française, où très sincèrement, on est un tout petit peu isolé. Est-ce que ça, c'est un programme dans le cadre d'une coalition telle que vue par la liste Renaissance, par exemple? Bien sûr, et c'est le cas tout le temps, hein. Je te rappelle que sur la taxe sur les sociétés, enfin les grandes sociétés du numérique, c'est un cheval de bataille qui avait été pris par le président dès l'été 2018 de mémoire, et que nous avions aligné tout le monde, sauf l'Allemagne qui nous a lâché début septembre, compte tenu des freins qu'elle a habituellement. Donc le travail européen, il y a autour de cette table des gens qui représentent des formations politiques qui ont l'habitude de ce travail en Europe, qui change
considérablement avec la manière dont les choses sont pilotées au niveau de chaque pays, qui est la recherche du compromis, du consensus. C'est vrai sur la fiscalité, c'est vrai sur la cybersécurité, c'est vrai sur le hate speech. Franchement, tu vas dans les pays d'Europe du Nord, quand tu commences à réguler le numérique sur les contenus haineux, tu n'as pas du tout la même perception dans les pays latins que dans les pays d'Europe du Nord. Pour autant, on a fait le DSA, le DMA. Bon, voilà, et l'Europe arrive à se construire dans cette recherche de compromis, de consensus. Il y a ici des positions qui sont exprimées avec des sensibilités françaises, des sensibilités de partis politiques ou d'histoire politique. Bien évidemment qu'à la fin des fins, dans la construction européenne, on retrouvera une partie de ces choses-là. La question, c'est de savoir quelle influence on peut avoir sur la partie EUCS ou sur la partie AI Act. La France a eu son influence aussi, et donc il ne faut jamais désespérer de pouvoir rallier un certain nombre d'acteurs, mais c'est tout le travail des Européennes. Enfin, puisqu'on est là dans un débat transpartisan à la veille d'une élection européenne, il n'y aura rien de pire que de dire aux gens, vous savez, si vous votez pour nous, c'est ça qui se fera en Europe demain. En vérité, si vous votez pour nous, ou pour chacune des listes qui sont représentées ce soir, nous essaierons d'avoir de l'influence avec les partenaires avec lesquels on pourra construire et bâtir des majorités de projets, et on essaiera de tenir les objectifs qu'on a écrits de manière transnationale, quand c'est parfois le cas, ou de manière nationale. Mais c'est ça la vérité. Moi, je ne veux pas être dans la démagogie en disant on imposera notre point de vue aux Allemands, ne vous inquiétez pas, on va peser, ou alors on sortira des traités quand ça ne nous plaira pas, et on ira et on viendra quand ça nous fait plaisir. Voilà. Donc, je pense qu'il y a suffisamment de conneries qui se disent pendant cette campagne pour qu'on évite d'en dire ce soir. Et je pense que personne n'en a dit ce soir. Et si je peux ajouter un truc à ce que vient de dire Eric. Déjà, oui, à plus de 700 eurodéputés, dire moi je changerai le monde toute seule dans mon coin, c'est un pur mensonge en fait. Mais surtout, et ça me ramène à ce que j'avais pointé comme aspect à discuter aussi ce soir, c'est le besoin absolument, enfin, je sais pas, urgent, bref, d'avoir des gens, en fait, des entreprises qui déjà comprennent comment marche la fabrique de la loi au niveau européen et aussi qu'elles commencent à s'impliquer dans cette fabrique de la loi. Parce que, enfin, je veux dire, c'est très facile de commencer à couiner, ouais, les lobbies, machin, tout ça. Mais en fait, on est quand même très, très peu au niveau européen à être là, en tant que Français, je veux dire, à être là, à suivre les sujets, à savoir comment ça marche. Et quand je parle à des entreprises françaises, me dit « Oh non, mais on verra bien ce que ça va donner ». Alors que le sujet n'est justement pas d'attendre ce que ça va donner. C'est le sujet et d'essayer de façonner ce que ça va donner. Parce que, en fait, c'est les règles du jeu. Donc, soit on les subit, soit on essaie, en fait, d'en former le co-législateur, parce qu'on ne peut pas imaginer que tous ces gens-là sont des spécialistes de non-sujets. Donc, en fait, soit on attend et on les subit, soit on essaie d'impulser, on essaie d'aider, on essaie d'éduquer. Et, enfin, rien que ce soir, je veux dire, que ce soit Philippe, que ce soit Eric, etc., on a aussi des personnes au niveau des eurodéputés au niveau européen, donc, qui sont extrêmement intéressés et qui veulent apprendre, qui veulent comprendre quelle est la réalité opérationnelle qu'on vit. Et on a évité d'un NIS 2, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on a évité d'un NIS 2, mais des âneries monstrueuses, parce qu'il y a des gens qui ont écouté ce qu'on avait à leur dire. Donc, si j'ai un appel, enfin un take-home message, ce qu'on veut, qui va au-delà des élections, c'est aussi pour les entreprises françaises d'arrêter cet attentisme morbide qui fait en fait que on se retrouve à Bruxelles tout seul et qu'on parle surtout à des Allemands, à des Néerlandais, à des Italiens, des Espagnols, beaucoup aussi. Et il y a très très peu de Français, surtout, qui comprennent aussi comment ça marche.
Et je te redonne la main, Fadila. Oui, en fait, je vais arriver comme un cheveu dans la soupe parce qu'il reste que 4 minutes et qu'on aime bien tenir les promesses. En tout cas, je sais que Rick doit nous quitter. Il y avait au moins 2 sujets sur lesquels je voulais revenir. Sur les données personnelles, je sais que ça tenait à cœur à Constance, et sur la cybersécurité aussi pour Réna. C'était vos 2 sujets. Alors, je vais peut-être vous donner la perche, enfin tendre la perche directement, Constance, parce que tout à l'heure, d'ailleurs, vous étiez pas en fait en phase avec ma question, hein, notamment sur le RGPD par rapport à la protection de la vie privée. Alors, je vous donne le micro, Constance, par rapport en fait aux données personnelles. Est-ce qu'il y a vous avez un levier qui vous tient à cœur là? Oui, parce qu'en fait, le but du débat de ce soir, c'était quand même d'avancer des propositions respectives dans le cadre des européennes. Alors, bien entendu, entre nous, on est des passionnés, on connaît nos sujets et on pourrait en parler des heures, mais on est aussi là pour porter des propositions au débat, notamment parce que malheureusement, dans le débat sur les européennes, on ne parle pas de propositions dans le numérique. Et en l'occurrence, quand on a préparé cette soirée, effectivement, c'était de sélectionner 1, 2, 3 propositions. Tout à l'heure, j'ai évoqué effectivement l'investissement dans l'IA avec une sorte de DARPA à l'européenne. Une autre proposition qui est faite, du coup, dans le cadre des européennes par les Républicains, c'est le principe d'instaurer une patrimonialité des données personnelles et d'imaginer, et ce n'est pas un gros mot, une sorte de droit de propriété des données, qui serait une droit de propriété qui serait appliqué aux données personnelles, un peu sur le même principe que la propriété intellectuelle, en partant du principe que cette ressource, cette richesse qui aujourd'hui est offerte gratuitement sur un plateau d'argent aux GAFAM, aux batchs, etc., sans ni rétribution ni valorisation de ce qu'elle est, un peu comme si demain on avait plus cette notion de propriété intellectuelle qui protège l'art, qui protège la culture, qui protège l'innovation, etc. Et donc d'imaginer, de créer un droit de propriété sur les données qui viendrait un peu, c'est une innovation plutôt juridique, hein, qui viendrait bousculer un peu notre écosystème et en fait tout simplement que nos utilisateurs, qui sont aussi des producteurs de données, que nous sommes tous, puissent être demain des vrais contributeurs finalement avec les données qui sont les leurs, qui sont les nôtres. Donc ça, c'est une proposition que je voulais évoquer. Bien entendu, ça peut faire débat et je ne sais pas si en 4 minutes on pourra en échanger, mais bien entendu, ce serait à l'échelle européenne, puisqu'à l'échelle française, ça n'aurait pas de sens. Mais d'imaginer demain une possibilité de contractualiser, éventuellement avec des intermédiaires, mais ce serait à imaginer sur l'usage des données personnelles, de nos données personnelles qui sont faites auprès des plateformes et de savoir l'utilisation qu'ils souhaitent en faire, avec la possibilité ou non d'ailleurs de les monétiser selon nos propres souhaits, et à l'inverse, de payer le prix d'un service rendu selon l'utilisation de ces fameuses données. Donc c'est une proposition qui est portée, qui est basée sur la base d'un rapport qui a été proposé par des chercheurs pour le think tank Génération Libre, et sur lequel les Républicains se sont inspirés pour cette proposition que je soutiens, puisqu'il n'y a pas de raison pour que les données, en fait, qui sont une ressource, échappent finalement, et soit encore une fois une ressource non monétisée, gratuite, et que les GAFAM et autres plateformes se rémunèrent sur cette monétisation de nos données personnelles. Donc voilà ce que j'apporte au débat à 22h30. Est-ce que je peux réagir? Oui, bien sûr. Alors, assez concis. Ouais, nous, on a discuté d'une telle proposition et elle a été rejetée en force parce que les données à caractère personnel sont des caractéristiques inaliénables de la personne humaine. Et en fait, instaurer un droit de ce genre-là sur les données à caractère personnel, ce serait l'analogie la plus proche, serait instaurer le même droit de propriété sur les organes, par exemple. Le cœur, le foie, etc. Et en fait, notre proposition à ça, c'est que le RGPD a quand même une belle panoplie d'outils. Il doit être révisé et c'est en cours pour clarifier les choses, enfin les aspects qui devaient être clarifiés par le règlement e-privacy qui, je pense que, voilà, plus personne l'attend.
Et en fait, et surtout, il faut donc changer ce qui ne marchait plus, ce qui ne marchait pas dans le galop d'essai, notamment avec les autorités de protection des données, guichets uniques, etc., qui sont actuellement dans le RGPD. Il faut préciser des choses qui ne l'étaient pas, mais il faut surtout renforcer, donc donner des moyens de contrôle et des moyens tout court aux autorités de protection des données, pour qu'elles puissent en fait faire respecter la loi, parce que en fait il y a tout le dispositif qui est le RGPD est en fait suffisant pour adresser cette question de gens qui abusent, donc du pay or play, enfin de Meta et autres. C'est juste que en fait, pour l'instant, on n'a pas les moyens concrètement de s'en saisir. Donc là, par exemple, tu n'es pas pour la création d'un marché européen des données? Ah, j'y suis, mais viscéralement opposée. Ah, d'accord. Okay. Ouais, ça, c'est une grande viscéralement opposée. Parce que ça changerait en fait la nature totale de ce qu'est la donnée à caractère personnel, du rapport qu'on a avec ces données-là. Et en fait, ça pervertirait complètement cette notion aussi, le lien intime qu'il y a entre les données à caractère personnel et le droit fondamental à la vie privée. Donc, ouais, viscéralement opposé à ça. Moi, je peux rajouter un point, parce que c'est un sujet dont j'avais débattu avec Gaspard Koenig il y a 4 ans, parce qu'en fait, cette idée, comme l'a rappelé Constance, elle est en maturation elle vient de lui, elle est en maturation. Alors, elle était en amorce de phase avant que le Conseil national du numérique s'intéresse au data altruisme, qui est une autre façon de traiter le sujet, mais la patrimonialité de la donnée, c'était son cheval de bataille il y a 5 ou 6 ans. On avait fait un débat ensemble, j'avais posé une question. La première, c'est, OK, imaginons que l'idée soit sympa, comment on fait pratiquement? Parce qu'une fois qu'on a dit je détiens en fait le droit et c'est moi qui choisis à qui je donne, quand je donne, avec un droit de retrait possible, etc. Franchement, on rentre dans des usines à gaz qui me paraissent extrêmement complexes compte tenu de la somme des données personnelles qu'on a d'un côté, et ensuite le choix qu'on peut exercer de savoir auprès de qui on les cède ou pas. Et Gaspard était un peu en difficulté pour répondre à cette question. Et puis je vais prendre un autre exemple, c'est celui sur les données de santé. On en a parlé avec des chercheurs, et en fait le biais qu'il peut y avoir de l'émergence de la patrimonialité de la donnée, c'est que des gens qui sont malades vont avoir tendance à donner leurs données si c'est la promesse de pouvoir aider la recherche à régler leurs problèmes. Et les gens qui ne sont pas malades vont dire il n'y a aucune raison que je donne mes données parce que moi je ne suis pas malade et franchement ça ne m'intéresse pas qu'elles soient exploitées parce que je suis très sensible à ça. Donc, en fait, ça crée un biais où les cohortes de données auxquelles on aurait accès finalement seraient représentatives de gens qui sont malades, mais on n'aurait pas le reste de la population. Et donc on se priverait possiblement d'efficacité en matière de recherche si on avait un droit qui était donné, même s'il paraît, et je sais que Constance est sincère dans sa démarche, et je sais ce qui est visé dans cette démarche-là, mais je crois que d'un point de vue opérationnel, pour les 2 raisons que j'expose, je pense que d'un point de vue technique, je ne sais pas comment ça marche, et d'un point de vue efficacité et capacité à pouvoir être un peu altruiste, et notamment sur le champ de la santé, je ne suis pas sûr que ça ne représente pas un risque. Voilà. Après, je pense que la notion de droit inaliénable est assez proche de la notion de corps public, et je pense que ça pourrait donner lieu en soi à la création d'un autre Fadi Live entier, où on pourrait par exemple inviter Gaspard Koenig, je ne sais pas ce que tu en penses, Fadila, sur cette notion profonde de qu'est-ce qui fait partie d'une indisponibilité publique et de qu'est-ce qui fait partie de quelque chose de personnel et de privé. Mais de toute façon, Cependant, Quentin, quand on fait le Data Act ou le Data Governance Act, les termes d'aller progressivement, et effectivement avec l'altruisme, avec le transfert de la donnée, notamment issue du privé, dans un but d'intérêt public, d'intérêt général, le terme de marché européen de la donnée sont des choses qui commencent à pointer. Et donc, le débat, il est actuel, il est très, très actuel. Oui, mais pas de cette façon-là. Je pense sincèrement pas avec la création d'un droit type droit à la propriété intellectuelle, en fait, ou machin, ou un truc similaire. Pas du tout de cette manière-là. Il y a des choses intéressantes en lien avec la santé à aller regarder.
pour le bien des Vas-y. auditeurs auprès de qui on s'est engagé sur un timing, est-ce Ouais. que je peux vous proposer très sincèrement de générer un nouvel espace précisément sur cette notion de marché de données et sur cette notion d'inaccessibilité publique de la donnée au même titre que le corps humain. Et en plus, on expliquera cette notion juridique peut-être avant pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, puisque là, on a une autre mission, c'est de vous voler encore quelques minutes afin de conclure de façon pertinente, si ça vous le va. Ok pour un C'est autre horrible. space, C'est horrible. mais pas la semaine prochaine. Voilà. Non, Non, mais mais non, Pas avant de toute pas avant façon, les élections, en tout cas. de non, toute après. façon, Alors, celui-ci, juste une chose, celui de la Quentin. semaine prochaine est déjà prévu Ouais. par Fadila et elle va l'annoncer. Mais je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Juste, il y a un point qui est prévu. Je précise juste une personne qui a levé, qui a demandé la parole. On va pas ouvrir parce qu'on est plutôt en train de clôturer, donc navré. Vous pouvez poser en revanche votre question par écrit, je la transmettrai aux invités. Voilà. C'est Andli qui avait demandé la parole. Je te laisse, Quentin, faire ton dernier tour de table. Donc, on a un tour de table. Est-ce que, je vous rappelle qu'on est dans ce débat-là, pas seulement sur la vision européenne, mais également parce que nous avons des listes qui se sont présentées et vous représentez tous ici une liste, peut-être dans l'ordre, Réna, elle est Réna. candidate, hein. Oui, Réna, sur ta liste, est-ce que tu veux nous donner un mot sur ta tête de liste, sur tes quelques candidats? Pourquoi les gens devraient voter pour cette liste? En quelques secondes, vous allez tous faire faire cet exercice. Ok. Alors, notre tête de liste, c'est Guillaume Lacroix. Et notre liste est la seule liste de coalition véritable. On est 7 formations. Et donc, nous nous situons sur le centre-gauche et on estime qu'il y a qu'on ait une liste en fait qui est à portée de se faire engueuler parce que on est en fait on vient de raisons très diverses avec beaucoup d'élus locaux et avec des gens qui comprennent comment les choses fonctionnent au réel dans les territoires et qui en fait aussi connaissent bien le fonctionnement européen, donc qui sont en capacité de faire ce lien-là. Voilà, un très bref et au pied levé. Éric, tu veux nous parler de ta liste? Oui, donc elle est portée par Valérie Ayé et c'est-à-dire que par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, qui ne peuvent pas se résumer simplement au thème qu'on a abordé ce soir, les défis écologiques, de transformation environnementale, de reconquête industrielle, d'Europe de la défense, etc. En fait, les seuls acteurs qui peuvent être crédibles à mes yeux, c'est ceux qui s'engagent dans la recherche du compromis, du consensus et de la construction européenne et de la poursuite de la construction européenne. Cette liste, elle a fait la démonstration ces 5 dernières années qu'elle était à la manœuvre pour trouver des points d'atterrissage sur plein de textes, sur l'immigration, sur le numérique, sur l'environnement. Et donc, je pense qu'elle a toutes les qualités pour non seulement je pense, mais je suis convaincu qu'elle a toutes les qualités pour continuer d'occuper cette position centrale qui va chercher ses alliés texte par texte pour construire les textes européens qui finissent par aboutir plutôt que d'être dans une logique de rupture, une logique d'exclusion. Donc voilà pourquoi je défends cette liste et je continue de défendre cette liste dans la droite ligne de la doctrine qui est celle que nous menons au niveau national. J'ai tout bon là? Ah ouais, c'est pas un problème d'avoir bon ou pas. On verra le résultat. Mais je peux lors de mais que l'élection. les gens aillent voter, parce que quand je vois qu'il y a 30 ou 35 listes, je peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui disent ah ouais, il y a pas une liste qui me correspond. Enfin là, franchement, quand je vois les panneaux d'affichage qui sont en train de se mettre en place dans ma commune, je me dis juste comment il peut y avoir des gens qui disent j'irai pas voter le 9 juin parce que le truc ressemble pas tout à fait à ce que j'ai envie. Donc franchement, allez voter de toute façon. Ce qui en Il y soi a est un 37 défi listes. Ouais, 37. Ouais, Faut dans le dire, décret. Du coup, faut dire qu'elle est, faut dire que voilà. Du coup, j'allais presque commencer par ce qu'a dit Éric pour terminer. Alors effectivement, moi la tête de liste c'est François-Xavier Bellamy, qui est donc tête de liste et député européen sortant. J'invite ceux qui nous écoutent à se baser sur des faits et notamment des faits portés sur des sujets portés à l'échelle européenne. On est bien sur des élections européennes, on n'est pas sur des élections nationales. Donc il faut voir qui a travaillé, qui a voté quoi, qui a défendu quoi, qui a porté quoi dans les groupes politiques à l'échelle européenne.
François-Xavier Bellamy fait partie du PPE, qui est le groupe politique majoritaire à l'échelle européenne, donc de centre-droit. Et donc, le message, il est plutôt de dire votez librement, mais votez pour qui vous voulez, mais vraiment décider, voter pour quelqu'un qui porte les sujets européens qui correspondent à vos convictions. Regardez qui a fait quoi, qui a vraiment fait quoi à l'échelle européenne. Bien entendu, vous l'aurez compris, sur le sujet qu'on a évoqué ce soir, mais de manière plus générale, François-Xavier Bellamy, il va être plutôt sur des sujets effectivement de travailler sur l'équilibre entre le progrès technologique, le respect de ce qui fait notre humanité, la force de l'Europe, de passer éventuellement d'un peu moins des champions de la régulation et un peu plus des champions de l'innovation, en tout cas sur les sujets qui nous ont occupés ce soir. C'est un homme qui a travaillé, donc je vous invite bien entendu à surveiller ce qu'il a défendu et ce qu'il propose, mais surtout ne vous trompez pas d'échéance et d'enjeux. On est sur des débats européens. Les enjeux qui sont portés à l'Europe sont assez éloignés de la politique, parfois pas forcément, je dirais, de haut niveau qu'on peut avoir au niveau national, avec des faux clivages qui ne sont pas du tout les mêmes clivages à l'échelle européenne sur les forces en présence. Donc, mais en tout cas, allez voter. Ça, c'est un beau message de fin, ça. Au-delà de ce message de fin, est-ce que tu as un message pour nos auditeurs, Fadila ? Et bien sûr. Déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté ce challenge d'un débat en live et interactif, transpartisan. Donc sur X, on va dire ce live est enregistré, donc vous pouvez le réécouter. Vous avez également un petit outil avec une paire de ciseaux qui permet aussi de faire passer quelques petits passages. La semaine prochaine, rendez-vous à 21h dans le même esprit avec Pierre Risky de ELV et Alexandre Chon de LFI, et cette fois-ci je serai accompagnée à l'animation par Fabrice Eppelboin. J'attends encore une confirmation parce que la sénatrice Morin de Sailly m'a également confirmé qu'elle pourra venir, mais pas ce jour-là, donc probablement dans un autre live avant le vote ou après, je verrai. Voilà, je vous annoncerai cela à partir de lundi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je vois que Éric Botorel est passé en auditeur, j'imagine, parce qu'il avait en fait des impératifs. Je le remercie beaucoup en fait d'avoir participé à cela. Il est repassé en demande, tu peux le relancer. Nous, on te remercie tous pour ton organisation et moi, je te remercie de m'avoir invité en tant que co-hôte chaotique. Bon, on a passé un bon moment aussi. J'espère que c'était agréable pour vous, Réna et Constance. C'était votre première. Merci à vous. Merci, oui. Merci pour l'organisation, parce que franchement, quand on fait ça bénévolement, prendre le temps d'inviter les gens, etc., je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du temps que ça prend, de l'effort que ça prend de structurer les échanges et surtout de veiller à la parité, à la transpartisanité. La pluralité. Voilà, à la pluralité, voilà, merci. Donc, merci pour le regard. Il y a des questions, on peut nous écrire en DM, parce que moi, je suis frustrée qu'on n'ait pas pu échanger avec chacun. Bravo on n'a pas encore à Fadila pour cette organisation. On n'a pas eu de questions, Constance. A priori, on vous écoutait. Par moment, il y a des questions, et puis parfois pas. Voilà, c'est ainsi. Il y a eu quelques commentaires. Là, je vois des choses passer sur X, mais je peux pas les lire tout en discutant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée. Allez, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.